Bonsoir Sabrina Agresti-Roubache. Bonsoir Jacques Serret. Membre du gouvernement depuis bientôt 1 an, vous êtes secrétaire d'État chargé de la citoyenneté et de la ville. Nous sommes à moins de 2 mois des Jeux Olympiques. Nous apprenons aujourd'hui qu'un projet d'attentat visant les épreuves de football a été déjoué par les autorités. Le jeune homme préparait de manière active un attentat au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne. Annonce faite par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, c'était il y a un peu plus d'1 heure. Je vous propose de l'écouter. Un individu tchétchène de 18 ans qui n'était pas connu des services de renseignement, qui n'était pas connu des services de police, dont rien ne laissait penser qu'il était radicalisé. Et par ces supports informatiques et par les perquisitions que nous avons effectuées, nous avons pu constituer le fait que cette personne voulait passer à l'acte, d'abord s'en prendre à des spectateurs, ayant vu manifestement que le stade était trop sécurisé, voulait s'en prendre à des spectateurs en dehors, près des buvettes, près des cafés, et puis ensuite mourir en martyr, c'est ses propos, après un combat avec les forces de l'ordre. Aujourd'hui, cette personne est incarcérée. C'est le 50e attentat que nous déjouons depuis 2017. Je veux redire vraiment aux Français que pendant les Jeux Olympiques, nous veillons particulièrement, et je crois que cet attentat déjoué, cela fait maintenant depuis 3 jours que cette personne est entre les mains de la justice. Ils peuvent être assurés de l'efficacité des services de renseignement français. Sabrina Agresti-Roubache, un attentat déjoué à 2 mois des JO, ça vous rassure ou ça vous inquiète ? Écoutez, plutôt rassurant que la DGSI ait empêché cet attentat, enfin en tout cas ce projet d'attentat. La réalité, c'est que nous avons tellement, et surtout c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a mobilisé, et on surmobilise les forces de sécurité intérieure, le renseignement, justement, parce que le risque attentat, et le ministre de l'Intérieur l'avait rappelé plusieurs fois, nous sommes dans un moment très compliqué en termes de risque attentat. Donc un attentat déjoué, c'est un attentat par définition qui a été arrêté avant le carnage, mais tout ça pour vous dire aussi que la vigilance est toujours extrême, on ne doit laisser passer aucun signal faible, et la réalité aussi, pensez à remercier et à féliciter le travail remarquable des renseignements de la DGSI. Le fait est que c'est encore un jeune tchétchène, plusieurs sont passés à l'acte ces dernières années. Je vous propose d'écouter le décryptage de Claude Moniquet cet après-midi, il est spécialiste des questions de renseignement et de terrorisme. Samuel Paty a été assassiné par un Tchétchène, rappelez-vous. Le professeur Bernard avait été assassiné par un Caucasien qui n'était pas Tchétchène, mais qui appartenait à la même mouvance. C'était également des gens très jeunes. Et on a toute une série, ces derniers temps, en Europe, d'acteurs terroristes islamistes qui sont très jeunes. Mais ce qui est surtout inquiétant avec cet âge, c'est que plus un acteur terroriste, plus un homme, est jeune et exposé par ailleurs à la radicalisation et exposé à un certain fond culturel caucasien qui est quand même extrêmement violent, quelle que soit la tendance des personnes, on peut tout craindre. On est en face de gens qui n'ont aucune limite. Claude Moniquet qui était sur CNews. Sabrina Agresti-Roubache, vous n'avez pas le sentiment que l'on court à la catastrophe avec l'organisation de ces Jeux Olympiques ? Non, pas du tout. Vous savez, honnêtement, Jacques Serret, dire ça voudrait dire que nous avons déjà perdu la bataille. Ce n'est pas parce qu'il y a un risque et que ceux qui en veulent à notre culture, qui en veulent à notre modèle de vie, qui en veulent à tout ce que la France peut représenter, à tout ce que nous sommes. Si on accepte maintenant le fait qu'on ne peut pas organiser des Jeux Olympiques parce qu'il y a un risque, regardez, on est capable de déjouer des attentats, mais le risque zéro n'existe pas parce que par définition, l'être humain, les moyens technologiques qu'ils utilisent pour faire le mal et pour provoquer des carnages sont infinis, mais très souvent arrêtables. On déjoue, le ministre de l'Intérieur l'a rappelé, 50 attentats depuis 2017. Et la réalité aussi, c'est que la vigilance, et moi qui ai beaucoup travaillé sur ces sujets de radicalisation, la vigilance face à la radicalisation et au phénomène de radicalisation islamiste doit être constante. Il ne faut jamais baisser la garde face à eux, jamais. On parlait des Jeux Olympiques, la flamme des JO a commencé à arriver en métropole. À Marseille. Marseille, c'est votre ville, vous êtes né à Marseille, vous avez grandi à Marseille. Et c'est à vous que le président a choisi de confier le pilotage du plan Marseille en grand. Alors le dernier déplacement d'Emmanuel Macron dans la cité phocéenne, c'était, si je ne me trompe pas, pour une opération Place Nette XXL, c'était il y a 2 mois, le 19 mars. Il est venu le 8 mai. Il est venu le 8 mai. En effet, pour la flamme. Pour accueillir la flamme. Et celui d'avant, c'était le 19 mars. À la Castellane. Pour la Place Nette. On en est où ? En quoi cette opération Place Nette, j'ai envie de vous poser la question, en quoi la place est nette aujourd'hui ? Alors,
merci de me poser cette question. Alors, plusieurs choses. Juste un focus sur le 8 mai, justement parce que ça fait une transition aussi avec votre question d'avant sur les Jeux Olympiques. La réalité, c'est qu'à Marseille, 6000 forces de sécurité intérieure ont été mobilisées par le ministre de l'Intérieur. Nous avions 200 000 personnes sur le Vieux-Port, vous imaginez, et 22 interpellations. Donc, ça s'est magnifiquement bien passé. Il ne s'est rien passé. Vous savez, tout le monde était... je me rappelle des commentaires. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Il y avait énormément de forces de sécurité. Les Marseillais n'ont jamais vu autant de policiers Absolument. à Marseille. Mais qu'est-ce que j'ai vu ? Moi, je suis arrivée chez moi la veille, évidemment, à Marseille la veille, et j'étais dès 7h du matin sur le Vieux-Port. Ce que j'ai vu, c'était forces de sécurité avec le sourire, qui ont pris leur mission en se disant « Nous allons gérer un événement, c'est très festif, c'est les JO. » Donc, de se dire que les gens étaient là pour passer un bon moment, mais pour qu'ils passent un bon moment de manière sereine et en sécurité, il faut accepter que les forces de sécurité intérieures, les gendarmes, les policiers municipaux, fassent leur travail et puissent justement prévenir le moindre risque. Ça, c'est la première chose. Il y avait une ambiance très bon enfant, il y avait, vous vous rappelez des images, Marseille a été regardée, nous étions regardés par le monde entier. Donc ça, c'est pour le 8 mai. Sur Opération Place Nette XXL. Ouais, c'était pas exactement au même endroit, là on était dans les quartiers nord. C'était à la Castellane, dans les quartiers nord. La réalité, c'est que je pense, et je le vois, puisque regardez le très bon papier. Je vous l'enverrai. Mathieu Aron a fait un très bon papier sur justement ce qu'il se passe dans nos quartiers et comment c'est aussi quand des dealers ont été chassés du territoire qui appartient aux habitants. Eh bien, les habitants réouvrent les volets, remettent des terrains de pétanque et refont des fêtes de quartier. La réalité aussi, c'est de dire qu'à Marseille, par exemple, puisque là, vous m'interrogez sur Marseille, 70 points de deal en moins sur un peu plus de 200, ça compte, ça a un sens. Et la réalité aussi, c'est que... Ça veut dire qu'il en reste encore aussi. Mais oui, mais ça veut dire que le combat n'est pas fini. 5 millions de consommateurs de drogue. Je l'avais dit avant tout le monde, pas de consommateurs, pas de dealers. Et je me rappelle des commentaires. La réalité, c'est que moi, je porte le bas du spectre au ministère de l'Intérieur, donc sur le volet citoyenneté, avec le ministre de l'Intérieur, donc ça c'est dans mon périmètre, la prévention de la délinquance. Et j'ai mis quoi dans le prochain Beauvau de la prévention de la délinquance qui se tiendra le 17 juin, j'ai mis la santé mentale, la lutte contre les conduites addictives et la lutte contre les conduites à risque. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, de penser que de laisser des gens se droguer, c'est normal, non, ce n'est pas un comportement normal que de prendre de la drogue. La drogue détruit les liens sociaux, détruit les familles, détruit les êtres humains. Donc tout ça pour reprendre, si on ne part pas du terrain, quand ces opérations ont lieu, que vous disent les habitants ? Merci. Questionnez les CRS et les policiers et les gendarmes qui y sont. Merci d'intervenir et encore mieux, les habitants ne veulent pas que les policiers s'en aillent. Parce que moi, quand j'avais dit pareil, plus de bleu et plus de vert, plus de bleu pour la police et plus de vert parce que je pense que la transition écologique doit bénéficier aussi aux quartiers prioritaires. Mais en l'occurrence, il y a sur place dans certains quartiers, pas tous, mais il y a encore des barrages, des zones où pour rentrer, on est contrôlé avec des sortes de checkpoints. Jacques Serrier, moi je suis tous les jours dehors, tous les jours sur le terrain. Ce que je vois, c'est que lorsque vous menez de telles opérations, avec des millions d'euros de saisie en liquide, avec on avait évalué ça, on a porté un coup très fort au trafic de drogue. Vous pensez qu'ils vont pouvoir se relever facilement ? Et le garde des Sceaux a fait quelque chose qui est aussi important parce qu'il y a le volet sécurité et le volet justice. De nommer un procureur de la République à Dubaï. Il faut aller les chercher là où ils sont. Et ma première question au gouvernement, c'était celle-là. C'était de dire, si on veut lutter contre le trafic de drogue, j'appelle à un désarmement financier et international massif des trafiquants de drogue. Allez taper là où ça fait mal. Et ne jamais les laisser dormir. Ils ne gagneront pas face à nous, face à la République. Si je comprends bien, à vos yeux, aujourd'hui, la deuxième ville de France n'est pas le premier territoire perdu de la République. Non, jamais de la vie. Écoutez, alors c'est pas la productrice que je suis. J'avais dans mon catalogue, dans Seconde Vague Production, dans mon ancienne vie, un documentaire qui s'appelait Les territoires perdus de la République. La réalité, c'est que ils ont été abandonnés à un moment donné. Je suis née dans le quartier le plus pauvre d'Europe, dans le 3e arrondissement de Marseille. D'accord ? Donc, je ne veux pas qu'on croie à la fatalité, 2, oui, on peut s'en sortir, 3, il faut beaucoup travailler, énormément travailler, et 4, la République n'abandonne jamais ses enfants. C'était ça la fin de mon documentaire. Sabrina Agresti-Roubache, nous sommes ensemble jusqu'à 19h50 sur Europe 1. On marque une courte pause avant de reprendre notre échange. À tout de suite. Europe
Europe 1 Soir, 19h-21h, Jacques Serret. Et l'on poursuit la grande interview d'Europe 1 Soir avec Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État à la citoyenneté et à la ville. Je le disais tout à l'heure, Emmanuel Macron vous a confié ce plan. Marseille en grand. Ce plan Marseille en grand. Où en sommes-nous? Alors, on en est où? Sabrina Agresti-Roubache. Juste en 3 mots pour que nos auditeurs comprennent, Marseille en grand, c'est le plus grand plan de sauvetage de la 2e plus grande ville de France sur tous les volets, on va dire, vitaux et cruciaux de ce que peut compter une municipalité. Les écoles, donc 1 milliard sur les bâtis scolaires, 188 écoles rénovées ou détruites et reconstruites. Donc ça, c'est un plan qui va aller jusqu'en 2032, puisque rénover et reconstruire des écoles prend du temps. 15 écoles livrées à la fin de l'année. C'est le plan rénovation urbaine, donc 650 millions d'euros avec 10 projets intramuros, dont la Castellane, dont des grands quartiers comme Félix Piat, là où je suis né. Donc 650 millions d'euros donc sur la rénovation urbaine. Et je fais quelque chose de particulier sur la rénovation urbaine, c'est que je vais créer une filiale d'Euroméditerranée. Donc ça sera une espèce d'opération d'intérêt national. C'est une opération d'intérêt national en rue pour pouvoir piloter directement et à la main du préfet et pour que enfin les choses avancent beaucoup plus rapidement pour que les gens voient plus rapidement leur vie changer. Donc ça, c'est ce que je suis en train de faire. Depuis ma nomination, sur les 10 conventions prévues, seulement 5 étaient signées. Maintenant, nous allons signer la 10e dans le mois qui arrive. Et le 14 juin, je tiendrai une grande revue de projets. C'est aussi 1 milliard sur les transports. C'est aussi 1 milliard sur l'hôpital, donc 500 millions en subvention, 500 millions en prêts bonifiés par l'État. Donc Marseille en grand, c'est aussi un volet culture, avec la création de studios. Donc c'est un plan global, en réalité, qui va permettre à Marseille, enfin, de rentrer dans le 21e siècle, que je pilote, que j'ai vraiment l'honneur de piloter, mais c'est aussi en réalité une vision que le président de la République porte depuis toujours pour Marseille. Quand on parle de Marseille, il y a énormément de faits divers, malheureusement. Aujourd'hui, le gouvernement veut lancer un Beauvau de la prévention de la délinquance. Je lance ça, oui. Absolument. Je le porte. Pourquoi faire, Sabrina Agresti-Roubache? Parce que le haut du spectre, Gérald Darmanin... Pour rappel, ça devait être lancé au mois de mai, je crois. Ah oui, parce qu'en fait, c'est juste une histoire de calendrier par rapport aux événements en Nouvelle-Calédonie. Donc le 17 juin à Beauvau, place Beauvau. Donc la prévention, donc le Beauvau de la prévention de la délinquance. J'ai lancé 31 conseils nationaux de la refondation sur 31 préfectures à travers le pays. Petite préfecture, moyenne préfecture, grande préfecture. Pour que des remontées de terrain me reviennent au ministère. Et c'est quoi un conseil national de la refondation? C'est une grande concertation de tous les acteurs, les élus, les associatifs, la PJJ, les habitants, pour faire remonter des solutions et des idées. Et j'ai repris, donc à ma main, les remontées qu'on m'a... Donc les idées, j'en avais évidemment. Par exemple, vous en avez des nouvelles. Ben oui, j'avais quand même quelques idées sur les réseaux sociaux, notamment. J'avais parlé des réseaux sociaux avec probablement la possibilité, et je crois beaucoup moi aux réseaux sociaux à partir de 15 ans, je veux de la formation aux réseaux sociaux, donc je vais faire pas mal d'annonces, la lutte contre les conduites addictives, la lutte contre les conduites à risque et la santé mentale des jeunes, ça fait partie du Beauvau de la prévention de la délinquance. Moi mon but, c'est que les gamins ne basculent pas dans l'ultraviolence et dans la délinquance, et aussi la responsabilisation des parents et donner plus de pouvoir aux couples mère-préfet. Justement, parmi ces annonces, est-ce qu'il y aura peut-être, est-ce que en tout cas vous réfléchissez à ce qui est fait actuellement à Béziers, on en parlait dans le journal de 19h, Béziers où a été mis en place un couvre-feu pour les adolescents de moins de 13 ans, entre 23h et 6h du matin. C'est une bonne idée ou parce que vous y êtes favorable? Alors moi je suis favorable, en fait je vais vous dire à quoi je suis favorable, à ce que les parents ne laissent pas leurs gamins de 13 ans sortir la nuit. En fait, vous savez que c'est la responsabilité parentale, on appelle juste ça, oui, mais la apparemment, responsabilité parentale. Mais vous imaginez où est-ce que les élus locaux en sont? Christian Estrosi, le maire de Béziers. Mais si c'est la seule solution. Vous imaginez où est-ce qu'on en est? C'est-à-dire que la loi est obligée de rappeler sur la loi, parce que c'est quand même la loi. Un enfant de 13 ans n'a rien à faire à 23 heures dehors. On est d'accord. Seul, voilà. Donc, mais là, c'est pas respecté. Et rappelez-vous, je l'avais dit aussi, on est responsable de ce qu'on fabrique. Et je le dis aussi avec une nuance, parce que par exemple, je travaille beaucoup sur les mamans isolées, les mères seules, les mamans solo, dans les quartiers prioritaires. Donc la réalité, c'est que pour celles qui sont complètement dépassées, qui n'y arrivent pas, le Premier ministre a fait pas mal d'annonces, avec les internats de jour, avec la possibilité pour les parents justement de laisser pendant 15 jours ces fameux stages. On les avait lancés à Nice, les sas de décompression, parce que pour les enfants, c'est bien, parfois de s'éloigner, et pour les parents, ça permet aussi de souffler. Et la réalité aussi, quand j'avais parlé de pouvoir fouiller dans le téléphone des parents, enfin, c'est une responsabilité parentale.
tant que les enfants sont mineurs et que les parents, donc de fait, on a une autorité parentale, si on sent le moindre problème, le moindre sujet, et je le dis aux parents, reprenez confiance en vous, vous êtes les responsables de vos enfants, et vos enfants n'ont que vous vers qui se retourner. Et si vous sentez qu'il y a un problème, il n'y a pas, vous savez, j'ai bien vu le débat sur, vous violez leur intimité, puis ils ont un journal intime. Celui qui trouve un ado en ce moment avec un journal intime, qu'il vienne me voir au ministère. Et l'autre chose aussi, c'est que leur intimité, elle est violée sur les réseaux sociaux. Quand on voit les revenge porn, quand on voit tout ce que subissent nos enfants sur le harcèlement scolaire, vous pensez vraiment que c'est du niveau? Donc, dans le Beauvau de la prévention de la délinquance, tous ces volets-là, les solutions seront apportées, les budgets seront mis. Les budgets, non, les couvre-feux, il faut les laisser à la main, franchement, des élus locaux. Oui, des élus locaux, des maires. Moi, je ne veux pas prendre la place des maires, mais en revanche, renforcer le pouvoir des maires avec les préfets sur, par exemple, l'échange d'informations sur des enfants qui posent des difficultés. Donc tout ça est mis sur la table et je ferai des annonces le jour, donc le 17 juin à Beauvau sur la prévention de la délinquance. En attendant, cette délinquance, on le disait, elle le fait très régulièrement de mineurs, elle aussi le fait, et pas seulement, d'étrangers en situation irrégulière. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la décision du Conseil constitutionnel. Les sages ont décidé d'accorder l'aide juridictionnelle aux étrangers en situation irrégulière, au nom du principe d'égalité devant la justice. Jusqu'ici, seuls les étrangers en situation régulière y avaient droit. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision des sages? Alors, déjà, moi, je ne sais pas commenter, je ne le fais jamais, commenter une décision du Conseil constitutionnel, excepté quand il s'agit, par exemple, de ma loi dérive sectaire qui a été validée par le Conseil constitutionnel, et je m'en suis très vite félicitée, c'était très important. En tout cas, à droite, ils se sont pas privés pour donner leur avis. Absolument. Il faut juste rappeler que cette loi... Non, j'ai un avis. Cette loi, j'ai pas un avis sur la décision, mais je veux juste rappeler le contexte de la loi. C'est toujours bien. Le 10 juillet 91, c'est une loi donc qui disait justement l'aide juridictionnelle possible pour les Français, les Européens et les étrangers en situation régulière. Sauf que il y avait des dérogations, par exemple pour les mineurs qui étaient mis en cause sur le plan pénal. Là, le Conseil constitutionnel, je fais juste une traduction de ce qu'a dit le Conseil constitutionnel. On prend le cas d'un travailleur irrégulier qui travaille pour un employeur, on va dire, pas très honnête, il veut se pourvoyer et aller saisir les prud'hommes, il ne peut pas parce qu'il n'a pas les moyens de se payer une défense. Donc la réalité, c'est que dire que tout le monde on est tous égaux devant la loi et de rendre cette espèce, d'éviter en réalité un décalage entre les uns et les autres, c'est ce qu'a fait le Conseil constitutionnel, mais je n'ai pas d'avis et je ne donne jamais mon avis sur ce que décide et les décisions du Conseil constitutionnel, mais je rappelle le cadre de la loi. Sabrina Agresti-Roubache, vous êtes chargée de la citoyenneté. Oui. Est-ce que le vote des citoyens français lors des 3 référendums qui se sont déroulés en Nouvelle-Calédonie sera respecté? Et je vous pose la question car le président de la République s'est dit prêt à aller au référendum sur la réforme contestée du corps électoral, notamment si les élus locaux échouaient à s'accorder entre eux. Nicolas Sarkozy, lui aussi, s'est exprimé à ce sujet dans les colonnes du Figaro hier. Ils ont déjà voté 3 fois. Est-ce que vous laissez entendre qu'ils pourraient voter une 4e fois? Écoutez, le président de la République s'est déplacé, ça ne vous a pas échappé. Le préalable, c'était quand même le retour au calme, l'arrêt des violences. Je rappelle juste quelques chiffres, 3500 policiers, gendarmes mobilisés sur place. Il y a eu 7 morts, 2 gendarmes. J'étais avec le Premier ministre pour l'hommage à nos 2 gendarmes. La réalité aussi, c'est que nous avons 153 forces de l'ordre blessés. La réalité, c'est qu'il y a 666 personnes arrêtées. Donc la réalité aussi de cette situation, c'est que le niveau de violence a été tel, il y a eu un préalable, le retour au calme, que les élus locaux s'accordent entre eux, et le président de la République a bien fait de remettre aussi les uns et les autres face à leurs responsabilités. 3 référendums. Cette loi, juste si vous le permettez, permet, ce qu'a fait le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, c'est d'élargir le corps électoral. Mais ça veut dire quoi? Ça veut juste dire de permettre aux gens qui habitent, donc aux personnes qui habitent depuis plus de 10 ans en Nouvelle-Calédonie ou qui sont nés en Nouvelle-Calédonie sans racines calédoniennes, pouvaient voter. Donc en réalité, c'est de remettre, on parle d'égalité tout le temps devant la loi. C'était juste un rectificatif. La réalité aussi, c'est que le président n'a pas dit je veux juste que il y ait un référendum et on retoque tout ça. Absolument. Il dit en tout cas si les élus locaux échouaient à s'accorder entre eux. Absolument. Donc ça veut dire qu'on espère qu'ils n'échoueront pas. Eh ben, quand même, des élus locaux doivent discuter entre eux. Mais ça ouvre une porte. Non, on appelle je vous pose la question parce que Nicolas Sarkozy, dans le Figaro hier, disait par exemple, le débat est clos, faut rétablir l'ordre. Entre guillemets, on passe à autre chose. L'ordre est en train d'être rétabli. Oui, mais on passe pas à autre chose et le débat, il est pas clos.
Mais parce que si le débat était clos, il n'y aurait même pas eu de violence, vous êtes d'accord? Là, le degré de violence que nous avons vu, que les Calédoniens ont subi, était tel, je pense que on appelle ça, vous savez, juste de la discussion, on appelle ça de l'apaisement. Le président n'est pas là, et il ne le fait jamais, mettre de l'huile sur le feu. Au contraire, de prendre les élus locaux et de leur dire, asseyez-vous autour de la table. Il y a eu 3 référendums. 3 fois, les Calédoniens ont voté et ont dit, nous sommes pour rester français. Maintenant, il ouvre la voie en disant, si vous ne vous accordez pas, je suis prêt à réfléchir à un nouveau référendum. Le président de la République a eu raison. Alors on marque une courte pause sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. À tout de suite sur Europe 1. 19h, 21h, Europe 1 Soir. le journal permanent. 19h44 sur Europe 1, à la une de l'actualité, un attentat déjoué à 2 mois des Jeux Olympiques. Un jeune Tchétchène préparait une attaque pour cet été à Saint-Etienne. Il a été mis en examen. La France annule la participation des entreprises israéliennes au salon Eurosatory de défense, décision prise par le ministère des Armées. Et puis dégradation de la note française ou pas, le verdict de Standard & Poor's est attendu ce soir à 23h. Europe 1 Soir, 19h, 21h, Jacques Serret. Sabrina Agresti-Roubache est l'invitée d'Europe 1 Soir jusqu'à 19h50. Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État à la citoyenneté et à la ville. Je voudrais parler avec vous des conclusions du rapport d'Éric Woerth sur la décentralisation qui ont été dévoilées cette semaine. Éric Woerth, aujourd'hui député Renaissance, après avoir été ministre de Nicolas Sarkozy, il critique le régime spécial pour les élections municipales à Paris, Lyon et Marseille. Voilà. Est-ce que vous partagez son analyse? En tout cas, voilà, il propose d'élire les conseillers de ces villes selon le droit commun au suffrage universel direct, comme dans toutes les communes françaises. Oui, complètement d'accord. Complètement d'accord, parce que je pense que cette loi, alors en plus elle a été faite par n'importe qui, par Gaston Defferre en 1982 pour les élections de 83. Je pense qu'une élection directe, enfin au suffrage universel direct, est probablement une très bonne idée pour les 3 plus grandes villes de France. Déjà, ça simplifierait le scrutin, ça éviterait quand même quelques tambouilles politiques qu'on a l'habitude de voir, et je pense que les gens ne supportent plus. Donc oui, moi plutôt très favorable. Plutôt très favorable. Oui. Nous sommes en 2024, en 2026, il y a les élections municipales. Si cette réforme entrait en vigueur, peut-être que les Marseillais verront un bulletin Sabrina Agresti-Roubache à Marseille ou pas du tout. Non, pour l'instant, ils voient une ministre à la tâche, très engagée sur Marseille en grand, ça c'est sûr. Vous n'avez pas d'ambition pour Marseille? Non, je jouerai le rôle que j'estimerais être le mien en 2026. Ça, par contre, je peux vous le garantir. Oui, mais dès 2024, vous avez créé un micro-parti baptisé avec Sabrina. C'est pourquoi ce micro-parti? Ce micro-parti sert juste... Alors moi, on l'avait déjà démarré au moment des législatives. Je rappelle juste que sur mes législatives, première élection à laquelle je me présente, je bats le RN. C'était pas une élection député, simple. En effet. Absolument, député de la première circonscription de Marseille qui allait basculer au Rassemblement national. Donc déjà à l'époque, je réfléchissais à comment, parce que maintenant je fais de la politique et je fais de la politique de manière très assumée. Je fais pas semblant de dire non, moi, oui, je fais de la politique. La réalité, c'est que je porte des idées, je porte quand même certains messages, mais surtout, ce que je vois maintenant, c'est que ce que je fais au niveau du ministère, c'est-à-dire du ministère de la Ville et quartiers prioritaires, je ne suis pas que la ministre de Marseille, je suis la ministre de tous les quartiers prioritaires. Vous le voyez, je me déplace dans les petits QPV, dans les QPV plus importants. Je me déplace sur le volet citoyenneté, parce que je rappelle, puisque merci de l'avoir dit, sur la citoyenneté, j'ai quand même l'accueil des réfugiés, les demandeurs d'asile, la lutte contre la radicalisation, la prévention de la délinquance, la naturalisation, enfin, j'ai l'apprentissage du français. Donc, j'ai des sujets qui me passionnent, que je porte vraiment avec beaucoup de cœur. Mais ça, non. Ce qui est sûr, c'est que j'ai été élue en 2022. Ça, on peut pas me l'enlever. Je suis montée au gouvernement 1 an après. On peut pas me l'enlever. La réalité, c'est que avant même de m'engager en politique, j'ai toujours été très engagée pour Marseille. Donc, je regarderai le moment venu et je me poserai la question le moment venu de la manière la plus cash possible, la plus honnête possible. Et croyez-moi, c'est pas une décision si simple. C'est pas facile d'arriver de dire oui, mais bien sûr, non. Moi, je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un qui doute constamment et tout le temps. Ce qui est sûr, c'est que je jouerai le rôle qui sera le mien, mais je jouerai un rôle en 2026. Ça, je peux vous le garantir. Bon, suspense. Alors. C'est ça. Le suspense pour moi. Bon, vous étiez, avant d'être au gouvernement, député des Bouches-du-Rhône. Il y a un autre député des Bouches-du-Rhône qui a fait parler de lui cette semaine, Sébastien Delogu. Vous le connaissez, ce député insoumis qui a brandi ce drapeau palestinien au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale?
Oui, bien sûr évidemment que je le connais. Vous étiez à l'Assemblée quand ça s'est passé. Comment vous avez réagi sur le moment? Écoutez, c'était l'une des images de la semaine. C'était le scandale, on peut le dire, de cette semaine. Moi, je suis restée assise à mon banc. La réalité, c'est que l'Assemblée nationale a décidé de sanctionner un député. Moi, encore une fois, séparation des pouvoirs. Je ne commande jamais les décisions des parlementaires envers d'autres parlementaires. C'est une décision qui leur appartenait. Ils ont pris une sanction. Donc, je ne commande pas la sanction. En revanche, est-ce que c'était la place de ce drapeau, de n'importe quel drapeau? Je vous rappelle que depuis la Seconde Guerre mondiale, aucun drapeau n'a été brandi dans notre hémicycle. Donc, je laisse, comme d'habitude, chacun face à sa conscience, avec les messages qu'il passe et avec la volonté ou pas d'embraser le débat. Oui, mais ce débat, en tout cas, vous connaissez ce député, il vient des quartiers nord de Marseille. Il fait quoi concrètement? Mais écoutez, il est LFI, il est très il a fait ce qu'il a fait. Donc voilà, je pense que c'est pas une bonne chose. C'est de l'instrumentalisation de ce qui se passe à Gaza, c'est ça? C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée que de faire ça, parce que je vais vous dire, instrumentaliser ce qui se passe à Gaza serait et est en dessous de tout, pour ceux qui le font. Regardez la confusion qui règne chez LFI. Vous avez Ruffin qui qualifie le Hamas de groupe terroriste. D'autres ne le font pas. Donc je pense que déjà, entre eux, chez eux, c'est très compliqué. La réalité, c'est que le Hamas est un groupe terroriste qui a commis le pire le 7 octobre. Ça, c'est la réalité. Moi, je regarde ce qui se passe à Rafah. Il faut absolument un cessez-le-feu immédiat et un arrêt des bombardements à Rafah. Il faut tout de suite réouvrir. Et pour le coup, la France a pris et a suivi la CIG en disant 3 conditions préalables à... Moi, je suis très favorable, comme le président de la République l'a dit. Je l'ai écrit dans mon livre, donc je vais vous dire, je l'ai même dit publiquement, depuis toujours. Une solution à 2 États. Mais le préalable à la paix est 1, l'arrêt des bombardements sur Rafah, 2, la libération inconditionnelle de tous les otages, 3, l'ouverture des corridors humanitaires. Mais il faut que ce qui se passe, les massacres qui se passent à Rafah cessent tout de suite. Parce que là, on parle de vie humaine. Moi, je ne parle pas d'un député qui sort un drapeau palestinien. Moi, je parle de la vie de civils. La vie d'un civil palestinien vaut la vie d'un civil israélien. Et en attendant, ce que je vois, comme vous, et là, c'est plus la ministre qui parle, je vois des enfants mourir et je vois des gens mourir. Et ça, il faut que ça s'arrête. Mais justement, à ce sujet, juste pour terminer, je voulais savoir ce que vous pensez de l'annulation de l'invitation faite par le ministère des Armées aux entreprises israéliennes au sujet de leur participation à Rosatori. Je pense que le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, a pris une décision. Je suis sa décision. Je n'ai pas à la valider ou pas. Il est notre ministre de la Défense. Donc, évidemment que s'il a considéré que les conditions n'étaient pas réunies... Mais c'est quoi? C'est agir sous la pression des insoumis pour perturbation à l'ordre public ou c'est autre chose? Non, non. Sébastien Lecornu n'est pas sous la pression de la France insoumise. Sébastien Lecornu prend des décisions pour la France en fonction de notre état d'esprit et de notre vocation à la paix. Si les conditions ne sont pas réunies, il a eu raison d'empêcher justement les Israéliens de participer à ce salon. Merci beaucoup Sabrina Agresti-Roubache d'avoir été l'invitée d'Europe 1 Soir. Merci à vous. Bonne soirée à vous et bon week-end. Merci beaucoup.